Bonjour JP, vous êtes agent de sécurité présent lors de l'attentat du Bataclan le 13 novembre 2015. Comment avez-vous vécu cet événement? Comment vivre un tel événement? Alors, donc j'étais effectivement agent de sécurité ce jour-là dans une des sorties de secours du Bataclan. Et comment on l'a vécu? D'abord c'est une surprise, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une telle panique. Et au début en plus, comme on a les portes de sécurité qui sont fermées, on entend ça comme des pétards. Donc d'ailleurs l'ensemble des agents de sécurité ont relaté, ou même l'ensemble du public a relaté par la suite que ça ressemblait à des pétards. Tout le monde a cru que c'était dans le spectacle. Et c'est seulement au moment où les portes s'ouvrent, d'accord, où je vois les premiers qui crient, on nous tire dessus, d'accord, et qui tombent dans l'escalier, puisque la sortie de secours malheureusement donnait sur un petit escalier de quelques marches, d'accord, les premiers donc tombent, c'est là que je me suis aperçu qu'effectivement, et j'ai vu effectivement de mes yeux les crépitements des Kalachnikov, sans voir réellement, donc le capitaine bleuté, sans voir réellement les assaillants. Donc les gens tombent, mon premier réflexe c'est d'ouvrir la sortie de secours, de ramasser une personne qui était, elle, malheureusement déjà morte. Et mon deuxième réflexe est de sortir. Donc je sors. Je sors, je fais 2 mètres, et en fait, 2 personnes sont coincées qui n'arrivent pas à sortir de la porte. Donc j'ouvre plus grand les sorties de secours. D'accord, j'ouvre toutes les portes de secours, parce qu'il y a ces 4 bâtons, en fait, hein, 4 bâtons 2 par 2. Donc toutes les sorties de secours sont ouvertes, parce que les gens se précipitent, mais ils ne comprennent pas qu'il faut appuyer sur le... Et j'accompagne 2 personnes blessées, une au genou et une à l'épaule. Et la scène est indescriptible dans le sens où les gens vont dans tous les sens. Et je m'en aperçois. Donc à un moment donné, je dis aux gens d'aller tout droit. Parce qu'on ne sait pas, comme la sortie où je suis est très proche de l'entrée, je ne sais pas s'il y a des assaillants devant. Donc s'ils repassaient devant, ils auraient peut-être pu être donc blessés ou tués. Donc je leur demande de courir tout droit. Et les gens courent tout droit. Et moi, je me penche pour faire le premier secours à la personne que je crois blessée, que je vais soulever. Et là, j'ai mon collègue Didi qui passe et qui m'aide à mettre les premiers en position PLS. Mais en fait, on s'aperçoit vite que c'est pas possible. C'est pas un blessé, c'est pas 2 blessés, c'est une vraie boucherie. Donc en fait, Didi, lui, remonte dans la direction opposée en poussant des gens dans l'autre sortie de secours. Et moi, je prends 2 des blessés. Et j'avance vers la rue Oberkampf, et à côté il y a un petit café, et là il y a un blessé, et en fait, vous savez, nous sommes suivis psychologiquement, et en fait j'ai un visage, dans toutes les personnes que nous avons ramassées, si j'ai un visage que je dois retenir, c'est effectivement le visage de cette personne qui était au café, qui avait pris une balle de Kalachnikov dans la bouche, qui avait la tête penchée. C'est presque ubuesque parce que les clients s'étaient réfugiés dans ce petit café avec des vitres. Et je me suis dit, ça sert à rien derrière les vitres. Comment peut-on se cacher derrière les vitres? Mais j'ai pas eu le déclic d'aller leur dire. Et j'ai voulu voir cette personne qui était blessée. Et en fait, ses yeux me disaient, sors-moi de là. Il avait la bouche qui était vraiment un trou, et le sang lui coulait derrière la tête. Et j'ai eu, il faut l'avouer humblement, j'ai eu peur de cette blessure. Peur de quoi, je ne sais pas, mais j'ai eu peur de cette blessure. Peur peut-être de me salir, peur peut-être de... Alors, même si la police m'a dit après qu'ils étaient morts quelques secondes après, même si le psy me le dit, c'est la seule image que j'ai. Pour moi et pour mon propre... J'aurais préféré pouvoir l'emmener quand même. Donc je ne l'ai pas emmené. J'ai emmené les 2 personnes qui étaient là, sous les coups de feu qu'on entendait en permanence, hein, parce que j'ai entendu dire qu'ils avaient arrêté des coups de feu pour recharger. Moi, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu des interruptions pendant au moins une bonne heure. Hein. Donc j'ai sorti, donc on est facilement déjà à 15 à 20 minutes du début de la fusillade. J'ai sorti, trottinant 2 blessés, puis en reprenant 2-3. Voilà. Mes collègues, deux de mes collègues qui sont sortis par la sortie de l'autre côté sont venus m'aider, Steve et Herman, et la police n'était pas sur place encore. C'est un de mes collègues, c'est Herman, qui en passant au bout de la rue Oberkampf, qui a demandé à 4 agents de police qui faisaient la circulation de leur expliquer qu'ils sont montés, et qu'ils étaient comme nous, terrorisés. Il n'y a pas d'autre mot. Qu'ils étaient en pleine... là. Et nous avons pris sur nous de sécuriser tout l'espace. Nous avons fermé le café qui était à l'angle, parce que les gens restent en terrasse, et pour eux c'est un spectacle, hein, ils n'ont pas l'impression qu'à 100 mètres ça peut... Mais nous on ne savait pas s'ils allaient tenter une sortie, ou s'ils allaient faire quelque chose. On ne sait pas ce qui se passait dedans. On entendait des bruits, on entendait des gens qui couraient dans tous les sens, il y avait quand même des gens qui sortaient, mais beaucoup ils sont restés coincés, c'était un piège. On est bien d'accord, c'était un vrai piège.
Donc il fallait faire quelque chose. La seule chose qu'on a fait nous, on a les premières tests qu'on a eues, on a défoncé à 3, on a défoncé la porte à 4 avec la femme policière. Les 3 autres étaient vraiment terrorisés, ils bougeaient même pas. Une des femmes policières était très énergique. Et on a cassé les portes d'entrée de hall. Là, on a cassé cette porte-là pour mettre les premiers blessés. Et on a mis une quantité de blessés qu'on a été chercher dans les services de secours. Alors, certaines histoires disent que les agents de sécurité, des héros seraient rentrés dans le truc pour aller chercher, tant mieux pour eux. La vérité, c'est que nous, en tout cas, on a été les chercher dans les services de secours. C'est-à-dire à 5 mètres du feu, mais pas dans la fosse. Parce que dans la fosse, très peu de gens, et en plus on est marqué sécurité en gros, je pense pas qu'on s'en serait sorti. Hein. Alors je rigole, mais je rigole jaune si je puis dire, parce que c'était vraiment une scène de guerre. C'était vraiment une scène de guerre urbaine. C'était vraiment. J'ai 38 ans à peu près de métier. J'ai déjà été blessé par balle. J'ai déjà pris 2 balles dans des histoires de raquetteuses. Mais là, c'était beaucoup plus impressionnant. C'était impressionnant parce qu'en fait, personne ne savait ce qui se passait. Pas de police sur place, pas d'intervention, pas de médecin. Donc j'ai vécu ça comme un rêve en fait. À tel moment, on a bloqué les rues, on est blessé. La police n'est toujours pas venue. Elle n'était toujours pas là. Et il y a eu des scènes très étranges. Mettons un exemple, une chose que j'ai appris sur le coup, que je sais maintenant. À un moment donné, le SAMU est en bas. Le SAMU arrive avant la police. Elle arrive avant la police et il se gare en contrebas de l'Oberkampf, soit à 200-300 mètres du lieu où on a des blessés qui ne peuvent pas marcher. J'allais dire la fliquette, mais je ne sais pas comment on appelle ça, la policière qui est avec nous, et moi-même, les appelons pour faire venir. Et ils ne veulent pas. Donc nous allons vers eux. Et là, ils nous expliquent que tant qu'ils ne sont pas eux-mêmes sécurisés, ils ne peuvent pas faire ces 300 mètres. Et donc, pour moi, des gens sont morts à cause de ce fait. Ce n'est pas de leur fait à eux. Mais voilà. Donc c'était tout à fait, donc nous avons sécurisé, nous avons aidé au maximum, et non pas, comme les médias l'ont dit, une demi-heure, mais facilement 1 heure après, les premières grosses forces de police sont arrivées. Alors pour leur défense, c'est vrai qu'en plus, il y avait eu quand même une alerte déjà au Stade de France, et que forcément, ils ont dû aller au Stade de France avant, et pour revenir après. Donc moi, je l'ai vécu comme un traumatisme personnel, mais surtout un traumatisme, avec le recul je parle, hein, un traumatisme pour les gens qui ont perdu quelque chose. C'est pour ça que je peux pas me positionner ni en héros, ni même en personne courageuse. Il y a eu vraiment des courageux. J'ai entendu des gens qui ont une personne qui s'est mise devant une femme enceinte qui ne connaissait même pas. Alors, il n'a pas été tué, il était blessé, mais il s'est mis devant une personne enceinte, qui l'a couché par terre, qui s'est mis devant. Ça, pour moi, c'est un héros. D'accord ? Donc, nous avons fait le maximum. Alors, le principe de cette soirée, c'est qu'effectivement, il faut en tirer des leçons. Il faut regarder vers l'avenir quels pourraient être les projets de sécurité pour sécuriser de tels événements. Que pensez-vous des moyens mis en place ce jour-là? Et selon vous, étaient-ils suffisants? Ça, c'est la grande question. C'est la question. Je connais cette question depuis tellement d'années. Alors aujourd'hui, c'est sur un sujet dramatique, évidemment. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de familles endeuillées, beaucoup de traumatismes, beaucoup de drames dans les familles. Mais les agents de sécurité subissent ça tous les jours. Moi, je suis agent de sécurité, mais je suis agent de sécurité. Agent de sécurité, ça ne veut pas dire on est vigile forcément dans un supermarché, ou on est forcément. Moi, j'ai été, et je suis encore devant les boîtes de nuit, devant les événements, devant les music halls, dans les très très grands festivals comme Rock en Seine entre autres, ou celui de Cergy, ou Peacock, ou Bercy. Donc, le problème, c'est qu'on a toujours oui, je dis un problème. En fait, on a toujours cette problématique qui est du nombre d'agents suffisant ou pas. Alors, de notre côté, c'est jamais suffisant. Mais quand il se passe rien, les gens qui font les budgets, ils ont raison. Mais on sait que dans la sécurité, et on l'a vu ce 13 novembre, ce néfaste jour, on l'a vu ce 13 novembre 2015, qu'il suffit d'une heure ou d'une minute, le 364e, 365e jour de l'année, pour que ça devienne un drame. Malheureusement, et aujourd'hui, même presque pratiquement 1 an après, je trouve que les efforts qui ont été mis en nombre d'agents de sécurité dans les lieux ont tendance à diminuer. C'est-à-dire que voilà, ça diminue, hop, il se passe quelque chose avec le malheureux drame aussi de Nice, on remet encore des agents. Donc, il faudrait faire un process, et non pas que chacun fait ce qu'il veut par rapport à ses budgets.
C'est-à-dire qu'il faudrait estimer, alors il y a soi-disant des estimations, alors je me suis renseigné un peu au niveau de la préfecture, certains disent, alors est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai, je ne peux pas vous l'affirmer, mais il paraîtrait qu'il faudrait un agent pour 85 personnes. Imaginez-vous ce jour-là, il y avait 1500 personnes. Ça fait combien d'agents il aurait fallu? C'est-à-dire qu'il aurait fallu 20 agents. Et nous étions 6 ou 7, je ne me rappelle plus. 6 ou 7. C'est un agent pour combien? Ouais, la réponse est là. Donc je pense effectivement qu'il faudrait revoir les processus, alors les processus matériels aussi. Les processus matériels. C'est-à-dire peut-être, vous savez, dans les grands magasins, que vous avez des portes coupe-feu, les gens appuient sur un bouton, ils ont le temps de courir, et il y a des portes par sas qui se coupent. Pourquoi on ne fait pas ce système-là? Ça pourrait être très bien. J'ai vu que les patrons du Bataclan ont fait l'effort, effectivement, de mettre des grilles et tout pour la réouverture, donc je pense que ça va être... Alors je ne connais pas ce qu'ils font, hein, je ne suis pas... Nous ne sommes ni amis, je ne suis qu'un salarié, mais a priori, ça va dans ce sens-là. Mais je pense qu'il faudrait faire des process plutôt que de faire des déclarations politiques, électorales, en disant on va armer les agents de sécurité. Je suis moi-même agent de sécurité depuis des années. Il me paraît peu probable, du jour au lendemain, d'armer 165 ou 170 000 agents de sécurité qui sont formés seulement pendant un mois. Quels seraient les moyens que l'on pourrait apporter dans le futur? Alors les moyens à apporter dans le futur, ils sont multiples. Ils commencent par un comportement. Ils commencent par un comportement aussi bien de la sécurité elle-même, des agents de sécurité, mais aussi bien évidemment du spectateur lui-même. Vous savez, aujourd'hui, un an après les événements, moi je fais la fouille aussi bien à l'Olympia que partout, il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on les fouille. Il y a des gens qui n'acceptent pas parce qu'ils pensent qu'eux ne sont pas... Donc il y a plein de process qui doivent être mis en place et qui devraient être des process, comment dire, généralisés. Et non pas que chaque établissement fasse ce qu'il a envie de faire, mette le nombre d'agents qu'il a envie de mettre, et en fonction de la soirée qu'il vend. Et en boîte de nuit, on fait une soirée, mettons, qu'on va dire hautement à risque, sans nommer la soirée pour ne pas discriminer personne, mais quand on fait une soirée hautement à risque, on va mettre pour 1500 personnes attendues, on va mettre 20 agents, et pour une soirée qu'on considère pas à risque, on va en mettre 6 pour le même nombre. Alors, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a le risque zéro, même si on protège, je ne sais pas moi, un concessionnaire en voiture? Non, je pense que ça n'existe pas, donc il faut des process fixes. Je pense que ce n'est pas dans ce genre de... Si les agents de sécurité passent un agrément, c'est pas suffisant. Je pense que le CNAPS, qui est la haute autorité de la sécurité, a compris ça, et je pense que dans l'avenir, ils vont développer des formations qui vont se rapprocher de la formation des agents de police, c'est-à-dire avec des 5, 6 mois... Bon, on a déjà des CAP, il y a des jeunes qui passent des CAP sur 3 ans de sécurité, mais ce n'est pas la majorité. Donc ils apprennent plus de droits, ils apprennent plus de comportements et autres. Aujourd'hui, encore jusqu'en 2012, les gens, quand ça a rentré, la sécurité, c'était 15 jours de formation. 15 jours de formation, imaginez-vous. Est-ce que vous pensez que 15 jours de formation, ça peut être quelque chose de... Après, on est passé à 30 jours. Même 30 jours, c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tous les aspects soient développés. Et il faut, à mon avis, au niveau de la sécurité, développer des moyens techniques, des process techniques. Et quand les parce que là, je vois qu'il y a des brigades qui ont été comment dire, créées pour faire les music-halls. Comment peut-on faire des process techniques ou des process de sécurité sans mettre au milieu de l'engrenage du process la sécurité privée? Ce sont les agents de sécurité qui sont les premiers devant. Donnez-moi un exemple autre qu'un agent de sécurité. La police ne fait qu'arriver quand ça s'est passé. Je crois que les pouvoirs publics n'ont pas compris ça. Tant qu'on ne prendra pas au sérieux les agents de sécurité, quand on ne prendra pas ce métier au sérieux, et qu'on considérera toujours que c'est ou des grandes gueules, ou des... Comme on les imagine, alors on imagine un videur, donc forcément c'est tous pareil, on imagine un vigile, c'est tous pareil. Non, il y a des gens qui veulent en faire un métier. Donnez-leur le pouvoir de faire ce métier. Ils doivent être formés avec les mêmes procédés, et ils doivent être reconnus aussi avec les mêmes procédés. Et ils ne sont pas reconnus. Un agent de sécurité aujourd'hui, dans 80% des cas, il considère son boulot plutôt comme un job que comme un vrai travail. Donc, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui fait un job a envie de prendre des risques pour les autres? Parce que vous pensez vraiment qu'on va pouvoir faire un processus pour le futur de sécurité globale sans les forces de sécurité privée, qui représentent aujourd'hui pratiquement les mêmes forces que la gendarmerie et la police nationale? On a tendance à être presque 180 000. C'est énorme, c'est une armée. Mais cette armée, elle est plus que divisée, puisque chacun en fait ce qu'il veut. Aussi bien ce qu'on appelle le client dans le métier, c'est-à-dire celui qui donne le donneur d'ordre,
qu'aussi bien le patron du salarié et que même le salarié. Parce que lui, il considère ça comme un job, donc il ne s'inscrit pas vraiment dans un processus de sécurité. Donc il faut que nos politiques, que nos administrations comme le CNAPS et autres administrations, ministères et autres, pensent à ce futur et non pas à nous développer des thèses électorales en disant on va armer tous les agents de sécurité, on va faire ci, on va faire ça. C'est des bêtises de corriger pour gagner des points. Si on veut aller loin dans une sécurité efficace, et puis encore une fois, il faut faire confiance. Encore une fois, je le dis et je le répète, il faut faire confiance aux personnes qui sont dans la sécurité privée. Il y a des personnes qui sont vraiment très efficaces, qui connaissent leur métier. Il faut leur faire confiance, parce qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Un an après, a-t-on les moyens de faire face à ce genre de situation? Je pense que déjà, on a une marge de progression qui est énorme. Je pense que les pouvoirs publics ont quand même évolué dans leur propre responsabilité face à ce genre d'événement. Maintenant, je pense qu'il y a encore beaucoup de marches à gravir pour que ce genre de soirée soit sécurisé à 100%. Le risque zéro n'existe pas, de toute façon. Et je pense qu'on doit se baser effectivement sur la formation des agents, sur le nombre des agents, sur les moyens de matériel technique mis en place. Peut-être regarder à l'étranger comment ça se passe. Il y a des pays très organisés au niveau des salles, avec des SAS, avec plein de choses. Obliger les process, obliger les caméras, obliger voilà, faire des choses qui font... je sais qu'il y avait des lois à peu près là-dessus, comme la loi LOPSIS 1 et LOPSIS 2 du temps de notre ministre de l'Intérieur Sarkozy à l'époque, il avait mis en place. C'était prévu, donc, mais ça va très lentement. Il faut, je pense, il faut aller un peu plus vite dans ce qui est prévu, que je pense c'est prévu. Je ne crois pas au laxisme de nos dirigeants ou au laxisme des gens de l'administration tels le CNAPS, qui est la haute autorité de la sécurité. C'est pas un laxisme, mais c'est une lenteur administrative. Et je pense qu'il faut évoluer. Et je pense qu'il faut mettre un process, et il faut comment dire, planifier un process qui peut empêcher les gens, pour une question d'argent, de mettre moins de moyens dans quelque chose de sécuritaire. Parce que je sais que le problème, il est là. Que ce soit au niveau des hommes, ou que ce soit au niveau du matériel. Parce que tout est cher. Mais voilà, il y a sûrement des retours sur investissement, je suppose. Je suppose qu'il y a, mais on ne peut pas jouer avec la sécurité. Parce que là, on fait une émission, on parle de tout ça, mais on oublie, encore une fois, qu'il y a eu vraiment des morts, des gens meurtris, des jeunes à qui on a gâché la vie, des parents qui pleurent, des enfants qui pleurent. Ça aurait pu être votre mère, votre père, votre soeur, votre frère. Ça peut être n'importe qui. Il ne faut pas l'oublier. Et c'est très difficile, parce qu'on est dans un monde où tout va vite, l'information va vite, le média va vite, on passe à autre chose. Et on oublie. On passe à autre chose, on fait rapidement une petite synthèse en disant non, on n'aura pas peur, on n'aura pas ceci, mais si, les gens ont peur. En fin de compte, on a peur. Nous, on voit dans les salles de spectacle, surtout les grandes salles de spectacle, des gens qui nous demandent de leur montrer les sorties de secours. Donc voilà, il y a tout un... Alors, donc le 100% n'existe pas, mais on va sur une progression, et il faut continuer, mais aller plus vite. Voilà, c'est ma réponse. Il faut aller encore plus vite. Et encore une fois, mettre au cœur de cette progression, mettre au cœur de ces recherches, mettre au cœur de ce développement, la sécurité privée. JP, dans la mesure où vous avez sauvé des vies, avez-vous eu une reconnaissance du gouvernement ou des familles? Alors ça, c'est vraiment une vaste question, et c'est une question en partie essentielle pour deux raisons. La première raison, c'est qu'effectivement, quand on récompense un travail bien fait, les gens qui ont fait ce travail sont, comment dire, on les tire vers le haut, quoi. Donc ils sont en exergue, et c'est bien pour leur profession. Après, pratiquement ce qui s'est passé, j'ai vu, bon, on a été effectivement invité au Trocadéro, on a été aussi invité au ministère de l'Intérieur, où un de nous a eu une médaille. Voilà, en fait, c'est au plus offrant, quoi, en fait. C'est celui qui offre la meilleure histoire, qui est le plus... je pense que tous les agents de sécurité auraient dû, ou non, être récompensés. Et je pense surtout qu'il aurait fallu qu'il y ait une parole forte à ce niveau-là, au niveau de la sécurité privée. Pas à mon niveau, pas au niveau de mes collègues, mais au niveau de la sécurité privée. Alors il y a eu un SMS où le CNAPS, la haute autorité, nous a remerciés et autres, mais c'est une reconnaissance discrète.
C'est une reconnaissance, comment dire, opaque. C'est pas la même reconnaissance que les services d'ordre ou qui sont pourtant, encore une fois, intervenus bien après. Puisqu'encore une fois, par définition et par logique, les premiers sur le lieu, ce sont les agents de sécurité. D'accord ? Vous vous rendez compte que le chanteur a été jusqu'à dire, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette polémique, que les agents de sécurité étaient sûrement complices. Est-ce que vous vous rendez compte ? On s'est posé la question si on devait l'attaquer ou pas. Mais je ne rentre pas dans ce genre de polémique. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Donc c'est du sensationnalisme à tous les niveaux. Donc M. Cazeneuve, moi je pense, a fait l'erreur de cibler, alors qu'il aurait dû faire un ensemble. C'est la sécurité privée qui devrait ressortir tirée vers le haut et non pas simplement de... Après les gens, oui, les gens nous récompensent. Les gens nous ont fait plusieurs... comment dire, on a eu à l'Olympia, on a eu une soirée pour le 13 novembre, et quand, mettons... et puis, vous savez, on peut pas dire... qui peut dire combien il a sorti de personnes ? Les gens ont besoin de héros dans ce genre de drame. Les gens sont fragiles, ils ont besoin de héros. Et que ce soit femme ou homme, hein, les deux. Hein. Et j'ai souvenir à l'Olympia, quand on a fait la soirée, qu'un de mes collègues, qui était en haut, moi je fais toujours les entrées, je suis toujours responsable des entrées, moi. Et il a dit à des personnes qu'un des agents, parce que les autres ont arrêté de travailler, moi j'ai retravaillé le deuxième jour. Je ne me voyais pas tourner en rond, c'est pas pour ça que je ne suis pas suivi psychologiquement, mais je ne me voyais pas m'arrêter et tourner en rond chez moi pour rabâcher. Bon, mes collègues l'ont fait, moi je ne l'ai pas fait. Donc j'ai retravaillé pratiquement le deuxième jour. Le samedi et le dimanche c'était interdit de travailler, je crois, généralement, et j'ai recommencé à travailler pratiquement le lundi. Mais il est certain que le phénomène de récompense, il est psychologique plutôt qu'autre chose. Et vous vous rendez compte qu'à partir du moment qu'on a dit qu'il y avait un agent de sécurité qui était dedans, qui était à la porte, j'ai eu des tas de personnes qui sont venues me voir en me disant que vous avez sauvé la vie. Mais je ne les ai pas sauvé la vie, je ne les connais même pas. Dont une gamine, une vingtaine d'années, qui est venue, qui m'a dit oui, c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Et je lui pose la question devant mes collègues, je lui dis mais ah bon, vous êtes sorti par quelle porte? Elle a fini par me dire non, je ne suis pas sorti, j'ai attendu que la police nous vienne à la fin. Je l'ai pris quand même dans mes bras, parce qu'elle avait besoin d'un réconfort, on sentait qu'elle était fragile. Mais je veux dire, c'est tellement général qu'on peut tous en tirer une récompense. Et il y a forcément des gens qu'on a aidés, il y a forcément des gens qu'on a entre guillemets sauvés. Mais on ne peut pas dire qu'on a sauvé tout seul. Personne ne peut dire, que ce soit les forces de police, personne ne peut dire qu'il a sauvé tout seul des vies. C'est un ensemble, c'est un processus. Et c'est ce processus qu'il faut arranger, ce processus qu'il faut développer. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais c'est ce processus qu'il faut fortifier pour que l'ensemble des protagonistes qui sont... Alors, j'ai parlé de la sécurité sur le lieu. Les premiers, ils sont place. Mais quand on parle sur les lieux, c'est aussi les régisseurs, qui a été aussi très brave. C'est aussi... Il n'y a pas que la sécurité. Il n'y a pas que les forces de l'ordre. Il n'y a pas que les médecins du SAMU. Plein de gens sont intervenus. Plein de gens ont été... c'est plutôt que de récompenser tous ces gens-là individuellement pour faire l'électoralisme facile en disant on récompense la police, on récompense voire même les agents de sécurité, faisons un processus complet avec tous les protagonistes salariés qui vont être à un moment donné confrontés. Faisons des exercices d'intervention ensemble. Comment peut-on faire un exercice d'intervention de police pour intervenir rapidement si un agent de sécurité ne prévient pas la police s'il se passe quelque chose? Ce sont les gens ou si le directeur est enfermé dans son bureau et qu'il ne sait pas qu'il se passe quelque chose. On est bien d'accord que les premiers protagonistes, ce sont les gens qui sont sur place. Donc, il faut les prendre au sérieux. Voilà. Donc les récompenses, oui, on a été récompensés. Mais comment peut-on parler de récompenses quand il y a eu autant de morts, autant de familles brisées? Ça me choque. Ça me choque. Je veux parler de réparation. Les gens vont avoir des réparations, ils vont avoir des indemnités. Même nous, on a déjà eu un accord d'indemnité, on va en avoir. Je connais ce système. J'avais été blessé par balle, j'avais déjà touché les indemnités. Mais est-ce que l'argent peut remplacer le futur, le processus de futur? Mettons l'argent là où il doit être, justement, dans ces processus de ralliement de toutes les forces, et non pas de cette séparation à chaque fois, où la police considère les gens de sécurité comme des gens qu'on n'a rien à faire. Mais à ce moment-là, pourquoi on nous donne un agrément? Pourquoi la sécurité privée a un agrément? Pourquoi on essaie de les former s'ils ne sont pas intégrés dans ce processus? C'est ma réponse. Auriez-vous un dernier mot, un message avant de clôturer cette émission? Oui, le dernier mot que j'ai, moi j'ai 60 ans, d'accord. Les agents de sécurité qui étaient sur place sont bien plus jeunes que moi, et je dois dire que, malgré ma grande expérience, j'ai été fier de travailler avec eux, parce qu'ils ont tous intervenu.
Il faut savoir qu'à un moment donné, quand on soulevait des corps, morts ou blessés, et certaines personnes du public qu'on avait bloquées avec des barrières et tout, prenaient même des photos. D'accord, on a même vu des gens administratifs dans les corps de sécurité prendre des photos. Or, les agents qui étaient avec moi n'ont pris aucune photo. Donc je suis fier vraiment de travailler avec une équipe pareille. Hein, on sait qu'on a Didi qui s'est illustré, on sait qu'on a Herman et Steven qui sont venus avec moi et s'illustrer. On sait aussi qu'avec le régisseur Manu, il y avait Sidi B qui a attiré les gens vers le haut. Et on sait tout ça. Donc on sait que ce sont des gens qui auraient pu fuir, qui auraient pu, surtout Herman et Steven, ils sont sortis par suite de secours, ils auraient pu rentrer chez eux. Qui leur aurait reproché? Personne. Et ils sont venus, de l'autre côté, ils ont vu que j'étais là, que j'étais déjà en action pour les premiers secours, ils sont venus m'aider. Voilà. Donc ils étaient, comment dire, intégrés dans le système de processus. Donc je reviens là, il faut vraiment intégrer la sécurité privée dans le processus. C'est le mot de la fin. Pour moi, c'est le dernier mot. Voilà. Je vous remercie, JP, pour ce témoignage. Merci.